Qu'est-ce qui s'est passé d'abord en Syrie? Avant de nous émouvoir de la chute de Bachar el-Assad. Ce qui se passe en Syrie, c'est qu'il y a un régime qui est au pouvoir. Globalement, depuis 1970. Le père du président syrien déchu, Bachar el-Assad, s'appelait Hafez el-Assad. Il était dans l'appareil d'État du parti Baas en Syrie depuis les années 60. Il a fait un coup d'État en 1970. Il s'est installé au pouvoir jusqu'à sa mort en 2000. Vous calculez de 1970 à 2000. Ça fait combien d'années? 70 à 2000. Ça fait 30 ans. 30 ans de pouvoir de Hafez el-Assad. Hafez el-Assad meurt. Qui succède à Hafez el-Assad? En utilisant toujours la logique de la force. C'est son propre fils, Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est au pouvoir. Non, Hafez n'était pas au pouvoir en 1960. Il était l'un des pontes du pouvoir, d'accord? Mais il fait une succession de coups d'État et il finit par s'installer comme chef de l'État, président de la Syrie, à partir globalement de 1970. Donc on peut considérer que lui, il a exercé le pouvoir en tant que tel de 1970 pratiquement jusqu'en 2000 à sa mort. 70-2000, ça fait bien 30 ans, non? Ça fait 30 ans. Alors, son fils, Bachar, il prend le pouvoir en 2000. Il vient de quitter la capitale Damas en avion pour se rendre dans un pays allié et y trouver refuge. En 2024, ça fait combien d'années? Ça fait 24 ans. 24 ans à la tête du pays. Donc, quand vous prenez son père, 30 ans, et lui, 24 ans, ça fait combien d'années pour une seule famille? Ça fait 54 ans. Une famille à la tête d'un pays. Alors, je pose la question aux Africaines et aux Africains. Est-ce que c'est ce modèle de régime politique que nous voulons chez nous en Afrique? D'abord, commençons par ça. Quand les gens prennent le pouvoir par la force et ils se succèdent par la force à la tête d'un pays pendant 54 ans, est-ce que nous, Africains, on doit pleurer quand ils perdent le pouvoir? Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on doit pleurer quand ils perdent le pouvoir? Je m'adresse à tous mes frères et sœurs qui étaient en train de crier « Wow, 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 hey, le pauvre Bachar, il est tombé. » Mais si quelqu'un qui a fait 27 ans, 24 ans à la tête de son pays, son père a fait 30 ans, s'il perd le pouvoir, nous les Africains, nous sommes en train de nous battre pour que ça ne se passe pas comme ça chez nous. Nous ne voulons pas qu'au Cameroun, après Paul Biya, ce soit Franck Biya. Oui ou non? Nous ne voulons pas d'une monarchie au Cameroun. Nous ne voulons pas qu'en Guinée équatoriale, après Obiangema Bazogo, ce soit Théodorino. Oui ou non? Nous ne voulons pas qu'au Gabon, après Omar, ce soit Ali, après Ali, ce soit Noureddine. Oui ou non? Est-ce que nous voulons ça? Nous ne voulons pas. Voilà d'abord la nature du régime. Et les Africains sont en train de crier. Est-ce que nous sommes d'accord qu'au Togo, après Gnassingbé et Yadema, ça soit Fort Gnassingbé? Après Fort Gnassingbé, ça soit le fils de Fort Gnassingbé? Est-ce que nous voulons ça? Est-ce que nous, Africains, on veut ça? Réponse non. Donc, nous, on ne peut pas se plaindre quand quelqu'un qui a obtenu le pouvoir par son père perd le pouvoir. Sinon, ça ne sert à rien que nous nous battions contre les monarchies présidentielles qui nous ont été imposées là. Ça ne sert à rien que nous nous battions contre les monarchies présidentielles qui nous ont été imposées. Est-ce que nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, après Alassane Dramane Ouattara, ce soit son petit frère, Téné Birahima? Après Téné Birahima, je ne sais pas, un autre Ouattara sorte encore. C'est ce que nous voulons? Non. Mais est-ce que nous voulons donc ça en Syrie? Est-ce que le fait qu'en Syrie, là, il fasse 54 ans, une seule famille qui commande là, nous, Africains, là, ça nous intéresse en quoi? Est-ce que c'est notre avantage? Alors, vous prenez des exemples comme la Chine ou la Russie. Mais en Chine ou en Russie, ce n'est pas le pouvoir héréditaire. Vladimir Poutine qui est là, n'a pas reçu le pouvoir de son père. Le président chinois qui est là, Xi Jinping,
Il n'a pas reçu le pouvoir de son père. Ce n'est pas le père de Xi Jinping qui était au pouvoir avant lui. Hu Jintao n'est pas le papa de Xi Jinping. D'accord? Donc déjà les Africains, mais il faut qu'on se calme et qu'on sache ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des dynasties à la Bachar el-Assad chez nous? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Alors ça c'est d'abord le premier point. Donc en fait, déjà il faut savoir que le régime Assad est tombé en raison de sa propre nature. C'est un régime héréditaire. Il s'agit par conséquent d'un régime qui souffrait depuis sa naissance d'un déficit de légitimité. C'est un régime qui souffrait depuis sa naissance d'un déficit de légitimité. C'est-à-dire que c'est un régime qui n'a jamais pu pleinement recevoir l'assentiment de son peuple. Le régime là est tombé parce que c'est la nature de ce type de régime de tomber. C'est-à-dire, même sans les terroristes qui les ont attaqués, ils allaient tomber. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réussi à convaincre de manière rationnelle, sans la violence, sans la peur, sans l'intimidation. Ils n'ont jamais réussi à convaincre le peuple syrien qu'ils étaient à son service. Voilà le vice profond du régime. Et quand vous regardez la manière dont le régime est tombé, vous vous rendrez compte que Bachar tombe pour une deuxième raison. Mais la deuxième raison, c'est que l'armée globalement a refusé de combattre. L'armée a refusé de combattre. L'armée syrienne là a refusé de combattre. Ils ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de risquer leur vie pour quelqu'un qui a reçu le pouvoir de son père. Son père a fait 30 ans, lui il a fait 24 ans. Les commandants principaux de l'armée syrienne ont estimé que c'est bon. Bachar el-Assad tombe parce que son armée a refusé de combattre. Ça, c'est la deuxième raison. Et ça s'applique à la situation africaine. Est-ce que vous n'avez pas vu comment Mobutu est tombé? Quand Mobutu devait tomber, est-ce que l'armée zaïroise était prête à mourir pour lui? Vous avez déjà vu un dictateur pour qui l'armée est prête à mourir? Quand c'est fini et qu'il y a une force suffisante qui avance contre le régime sans légitimité, quand il y a une force suffisante qui avance contre lui, qu'est-ce qu'on observe? L'armée se disloque. Bachar el-Assad n'est pas tombé parce que les rebelles étaient trop forts, mais parce que l'armée, les principaux commandants de l'armée, n'ont pas fait leur travail. Ils ont estimé que mourir pour Bachar el-Assad, c'est trop. Ils ont estimé qu'ils ont consenti trop de sacrifices pour le maintien au pouvoir d'une famille qui n'a jamais acquis la légitimité pleine d'exercer le pouvoir. La chute de Bachar el-Assad, c'est d'abord le lâchage de sa propre armée. Mais c'est le commandant en chef de l'armée syrienne qui est allé à la télévision dire qu'eux, ils attendent ce qui arrive pour s'organiser et exercer le pouvoir ensemble. C'est le premier ministre de Bachar el-Assad en personne qui est allé à la télévision pour dire que vraiment, ça ne sert à rien de faire couler du sang, que leurs frères là qu'ils viennent, on va s'entendre et puis ils vont gérer la Syrie ensemble. Donc, deuxième leçon, un régime sans légitimité politique suffisante finit par tomber parce qu'il est lâché par ses propres forces. Bachar n'est pas tombé parce qu'il aurait été lâché par la Russie, non. Mais quand ton armée ne veut pas combattre, tes alliés ne peuvent pas te défendre. Quand ton armée, toi-même là, ton chef d'état-major ne veut pas combattre, il est assis dans la base militaire là-bas, désormais il se protège de toi grâce aux militaires. Et tu lui dis, mais c'est comment? Défends la capitale, il dit non, président, c'est mieux que tu partes. On n'est pas prêt à mourir ici pour toi. Quand ton armée n'est pas prête à combattre, tu restes là pourquoi? Bachar el-Assad a bien compris. Mais c'est la situation de Blaise Compaoré en 2014. Mais Blaise Compaoré est tombé parce qu'il a bien vu que son armée là n'était pas prête à combattre. Il y avait un dernier carré de fidèles au palais présidentiel qui peut-être aurait été prêt à aller jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, ils auraient été zigouillés parce que le gros de l'armée l'avait lâché. Compaoré quitte le pouvoir comme Bachar el-Assad parce que son armée l'a lâché. Les commandants en chef de l'armée burkinabé avaient lâché Blaise Compaoré.
Donc quand tu prends ton téléphone, toi là, tu prends ton téléphone, tu appelles un tel, il ne répond pas bien. Ou il répond lentement. Hein, tu sens dans sa voix que, ah, vraiment, tu le déranges. Il y en a même qui avaient déjà jeté leur téléphone en brousse. Il y en a qui avaient jeté leur téléphone, ils ne répondaient plus. Tu appelles, il ne décroche pas. Tu appelles tel, il ne décroche pas. Mais en fait, tu sens que tu es débranché, il faut partir. Donc, attention, Africain. Bachar el-Assad tombe parce qu'il est lâché par son armée. Son armée a décidé de négocier avec les terroristes. Son armée a décidé de négocier un arrangement pour exercer le pouvoir avec eux. Même le chef du gouvernement, le premier ministre, il a préféré négocier avec les terroristes que de défendre son patron. Donc, voilà la deuxième raison. Et la deuxième raison est en rapport avec la première. C'est que le peuple syrien estime qu'il a assez donné à la famille El-Assad. 30 ans du père, 24 ans du fils, c'est trop. Vous avez entendu? Et ça, les Africains vivent cette expérience et savent ce que ça veut dire. Passons à la troisième raison. La troisième raison pour laquelle Bachar el-Assad tombe. Mais c'est que, selon les informations qui nous sortent, qui nous viennent à gauche et à droite, à un moment donné, lui aussi voulait manipuler certains groupes terroristes. C'est-à-dire que la Turquie, l'OTAN en général, ont financé et armé les terroristes depuis très longtemps pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Mais à un moment donné, le régime de Bachar el-Assad, lui aussi a voulu financer le terrorisme. C'est-à-dire, en fait, que lui aussi avait ses terroristes à lui, qui, au nom de l'islam, compris d'une manière bien sûr tordue, exerçaient la terreur la plus aveugle. L'OTAN avait ses terroristes, Bachar avait les siens. Pourquoi? Parce que Bachar n'avait pas réussi à obtenir la pleine participation du peuple syrien. C'est la troisième raison. Il a utilisé les méthodes de ses adversaires. Ses adversaires ont manipulé l'islam, lui aussi s'est mis à manipuler l'islam. Ses adversaires bénéficiaient du soutien des puissances de l'OTAN. Lui aussi s'est mis à chercher le soutien de certaines puissances de l'OTAN. Dans ces conditions, ses alliés traditionnels, la Russie et consorts, n'étaient plus à l'aise pour le soutenir. Une fois qu'ils se sont rendus compte que lui, il essayait, pour ainsi dire, d'être soutenu par tout le monde. Qu'il essayait, par exemple, d'obtenir des Anglais, des Américains, des Français, qu'ils le soutiennent, en même temps qu'il comptait sur la Russie pour protéger son régime. Mais la Russie a regardé aussi le fait que la population ne le soutient pas, le fait que l'armée ne combat pas sérieusement. Pourquoi voulez-vous que l'armée russe essaye de défendre un pouvoir qui n'est pas populaire, essaye de défendre un pouvoir qui a été lâché par son armée et son gouvernement? Si ton armée est déterminée à combattre avec toi, mais tes alliés ont de bonnes raisons de t'aider. Mais quand on voit des pans entiers de ton armée qui font défection, certains rejoignent même l'ennemi. Quand on se rend compte que toi, tu as cherché le soutien des parrains de l'ennemi dans le dos de tes alliés, pourquoi veux-tu qu'on prenne tous les risques pour te défendre? Ça ne sert à rien. Tu as perdu, en fait, tu as perdu le contrôle. Tu as perdu le contrôle de la situation. Et ça, c'est la troisième raison. C'est l'ambiguïté des méthodes du régime de Bachar el-Assad lui-même. Le fait que lui-même a eu recours aux groupes terroristes qui instrumentalisent l'islam pour tuer, semer la terreur, exactement comme l'OTAN instrumentalise les groupes terroristes pour tuer et semer la terreur, exactement comme aujourd'hui le pouvoir turc de Erdogan instrumentalise les terroristes pour semer la terreur en Syrie, tout ceci ayant pour but le contrôle des richesses gazières et pétrolières extraordinaires de la Syrie.